Vous demandez s'il y avait une volonté politique. Oui. Alors, la question de la volonté politique, oui, elle existe en partie. C'est-à-dire qu'on a une partie de projets politiques qui soutiennent la relocalisation, qui soutiennent le démarrage, l'installation. Pas assez. Je veux dire, voir, en parlant de l'agriculture, quelles sont les véritables aides à l'installation. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'elles tiennent compte de la difficulté d'avoir accès à la terre? Est-ce qu'on tient compte ce qu'il faut, c'est massivement, c'est ce qu'a dit Olivier Duscuter, il faut massivement faciliter et soutenir les initiatives citoyennes pour qu'elles se développent en grand nombre. Et qu'il ne s'agit pas de dire aujourd'hui l'agro-industrie pose problème et l'hyperconcentration en distribution pose problème. Il faut mettre en place et soutenir la diversité. Et vous allez voir que les autres suivront par obligation parce qu'ils ne pourront plus continuer à avoir des rapports aussi inégaux avec les producteurs et avec des productions qui sont aussi suspectes vis-à-vis des consommateurs. Et ils ont bien raison de trouver ça suspect. Donc il faut développer. Maintenant, quels sont les enjeux, les volontés politiques qui sont prêts à parler d'une véritable transition, c'est-à-dire prévoir la perte d'emploi dans certains secteurs et en développer dans d'autres? Ça, il y a très peu de politique. Parce que personne, c'est très difficile pour un responsable politique d'assumer les pertes d'emploi dans un secteur. Qui va défendre? Non, mais ça n'existe pas. On dit je vais développer des emplois, oui. Mais dire que ces développements d'emplois va compenser les pertes et on prévoit d'en perdre. Si on parle d'une transition vers une agriculture qui est plus durable, qui est basée sur les cycles de la nature et qui se fait au travers d'un changement politique plus fort, parce qu'on ne peut développer tout ça qu'en remettant en cause la façon dont on imagine la politique agricole européenne. Monsieur Franck disait tout à l'heure, on ne veut pas des primes, mais on ne veut pas des primes parce qu'ils veulent des prix justes. Si on fait disparaître les primes sans les prix justes, ils disparaissent tous. Et ça, c'est pas bon pour nous. Hein. Donc, il faut faire disparaître les primes en défendant des prix qui couvrent les coûts de production. Et ça, tout d'un coup, plus personne n'est prêt à le faire. Et surtout, certainement pas l'agro-industrie qui, elle, souhaite avoir une matière première pas chère parce qu'elle veut faire la compétition mondiale contre le Brésil, les États-Unis et tous les autres. Nous n'avons aucun intérêt à jouer dans cette grande bataille mondiale parce que nous sommes plus chers que le Brésil. Et donc, oui, il existe des espaces de niche, prenons-les quand il y a moyen, mais le projet de société à long terme, c'est une transition d'une agriculture et d'une nourriture qui reviendra sur nourrir les Européens. Nous sommes d'abord gravement déficitaires, plutôt que d'aller faire les malins ailleurs, nourrissons-nous nous-mêmes. Bien sûr, il y aura une part intéressante de développer du chocolat et des produits de qualité à l'exportation, mais la vocation, ce n'est pas que l'ensemble ou une grande partie de notre commerce alimentaire et agricole soit orienté vers ça, puisque nous dépendons du commerce international. Et pour nouvelle, il y a un pic du pétrole qui va nous arriver sur la tronche bientôt, donc on serait bien de réfléchir aussi qu'il risque d'être difficile de continuer à faire circuler entre 5 et 10 000 km pour chaque produit qu'on a dans notre frigo. Donc il va falloir cette transition. Et cette transition, elle est nécessaire. Il faut la faire dans le temps. Il faut la prévoir. Et la prévoir, c'est aussi prévoir des indemnisations et de la solidarité pour les endroits où on va perdre de l'emploi. Je suis désolé de le dire, l'agroécologie du futur, qui est un passage, on ne peut pas l'éviter, ça veut dire qu'on va perdre de l'emploi chez BASF dans l'industrie des produits phytosanitaires, j'arriverai, ou d'autres. Donc il faut prévoir cette transition en disant ces pertes d'emploi que nous allons faire là, ce ne sont pas une catastrophe. Nous allons les compenser parce que l'agriculture, on nous a dit que plus personne ne voulait de paysans. Nous, quand on se rend compte qu'on parle avec des organisations de paysannes, on se rend compte qu'il y a énormément de gens très diplômés qui sont intéressés par l'agriculture, mais qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de démarrer leur activité parce que l'accès à la terre est difficile et que de toute façon, en dehors des espaces de niche où on vous donne un prix juste, le système général ne vous permet pas d'avoir des prix rémunérateurs. Je crois que M. Héroufos brûle de réagir. Non, je ne brûle pas. Bon, je pense que ce genre d'initiative doit certainement être soutenue. Donc, je ne veux pas venir dans un débat d'opposition. Seulement, je me pose simplement deux questions. Vous avez bien parlé du prix et du juste prix. Et donc, la question sera, est-ce que le consommateur, au final, sera prêt à payer ce prix? Parce qu'aujourd'hui, on constate que le poids financier du panier de la ménagère, en tout cas au niveau alimentaire, a fortement baissé dans les dernières décennies. Hein, là où on était peut-être il y a 50 ans encore de l'ordre de 45-50%. Aujourd'hui, je crois qu'on est de l'ordre de 14%. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? On s'achète une belle maison, une belle voiture, un bel ordinateur pour aller sur Facebook, etc. Donc tout ça, c'est aussi la réalité. Et donc, très bien, si on peut avoir un prix
plus important qui va être payé par le consommateur, mais est-ce qu'on va y arriver? Et donc, est-ce qu'on n'aura pas toujours cette tentation de revenir? Mais oui, on a parlé ce matin de la perception du consommateur du monde agroalimentaire, c'est sa perception, mais son comportement réel, quand il va voir la différence de prix, comment va-t-il réagir? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi anticiper. Et en lien avec ça, je pense que l'utopie, dans ce que j'entends, c'est de s'isoler du monde, de dire, oui, on va relocaliser l'agriculture, très très bien, faisons-le, mais va-t-on pouvoir le faire à 100%, sachant qu'on est quand même dans un monde fortement globalisé. On a parlé de 100%. Hein. Oui, mais c'est un peu ce que je... Vous n'entendez pas bien, non? J'entends pas bien, ok. Peut-être que... certains qu'on se comprenne bien. Non? Voilà. Donc je crois qu'il faut être un peu plus modéré dans le débat. Les choses peuvent évoluer. L'industrie évolue aussi. Il y a des initiatives industrielles qui existent. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de PME dans cette industrie qui essayent aussi d'avoir une réflexion, par exemple de dire, OK, moi je fais peut-être un plat préparé, j'essaie de ne pas mettre trop de sel. Si je dois mettre de la viande, j'essaie d'avoir une filière d'approvisionnement wallonne, par exemple, et de se différencier comme ça. Maintenant, il y a eu pas mal d'initiatives qui n'ont pas toujours abouti. Je voudrais donner quelques exemples. Dans le domaine de la viande, par exemple, qui est un sujet toujours très chaud, bon, durabilité, ça peut aussi être nutrition, hein, avoir une viande qui a peut-être un équilibre nutritionnel amélioré. Il y a eu des initiatives pour faire du porc plus riche en oméga 3, hein, les fameux acides gras oméga 3. Donc ça a été lancé sur le marché, ça a été lancé en grande distribution. Qu'est-ce qu'on a vu? Ça n'a pas marché. C'était un peu plus cher, le consommateur n'a pas suivi, et le consommateur est revenu à sa viande, à sa côtelette traditionnelle, et donc il a fallu arrêter. Donc ça, vous voyez que ce facteur prix reste un élément déterminant. Et donc, on ne peut pas s'isoler du reste du monde, on ne peut pas s'isoler de grandes régions agricoles comme le Brésil, comme certains pays asiatiques, etc., qui ont parfois une vision du monde totalement différente de la nôtre. Et donc, je crois qu'on doit plutôt savoir sur quelle filière on peut agir. L'agriculture et l'agro-industrie locale wallonne doit se spécialiser sur certaines niches à valeur ajoutée. Je vais donner un autre exemple. On a une culture de chicorée en Wallonie qui sert à extraire une fibre prébiotique. C'est une fibre qu'on peut mettre dans des préparations alimentaires. C'est une fibre qui favorise la bonne flore intestinale, donc qui a un effet potentiel très intéressant sur la santé, qui permet de réaugmenter un petit peu le taux de fibres dans l'alimentation. Voilà des choses que d'autres ne font pas, où il y a la technologie qui intervient, et je ne suis pas là pour dire que la technologie est la solution miraculeuse à tout. L'innovation, ce n'est pas que la technologie, mais donc ce genre de choses, on peut les faire, et c'est utile dans un système qui peut mixer agriculture de proximité et système plus industriel, parce qu'il a aussi un intérêt, et aussi en termes de durabilité.